connaissez peut-être le célèbre syllogisme d'Aristote. Tous les hommes sont des mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Laissez-moi vous en proposer un autre, rapporté par l'ethnologue Charles Stepanov, spécialiste des pratiques chamaniques en Asie du Nord, et nettement plus en phase avec nos thématiques actuelles sur le dialogue avec les invisibles. Un chaman est quelqu'un qui rêve. Or, tout le monde rêve, donc tout le monde est un peu chaman. Il y a là deux prémices logiques pour en arriver à cette conclusion étonnante. Je serai un chaman qui s'ignore, tout comme vous. Pour envisager cette hypothèse sérieusement, il ne faut pas s'arrêter à l'imagerie psychédélique et New Age véhiculée par des récits, comme ceux de Carlos Castaneda, ou des films tels que Blueberry de Yann Kounen. Il faudrait se pencher sur ceux que l'ethnologue Charles Stepanov décrit comme des experts des techniques de l'imagination. Des êtres capables de se décentrer, autrement dit de sortir d'eux-mêmes et de se dédoubler. Je suis moi-même coutumier de ce genre d'expérience de dédoublement et je vous assure, je ne suis pas fou. Quand je dors profondément, bien qu'allongé, je voyage, je me projette en dehors de ma chambre, de mon lit, et j'expérimente, je me déploie dans l'espace onirique. Et même pendant près de 50% de mon temps éveillé, je me laisse absorber, d'après les neuroscientifiques, par des pensées flottantes, non contrôlées, des flux d'images. Si quelqu'un me surprend en train de rêvasser, ma première réaction sera de m'excuser pour mon manque d'attention. Désolé, je n'étais pas là. Arrêtons-nous un instant sur ce « je n'étais pas là ». Intéressante formulation, n'est-ce pas? Car si je n'étais pas là, où étais-je? Qui suis-je pour dire que je serais moins moi, dans mes pensées, que dans mon propre corps? Ces expériences de sortie de soi, nous avons tendance à les refouler individuellement et à les disqualifier collectivement. Comme si ces moments d'absence, de dérive contemplative, ne pouvaient pas nous ouvrir une autre forme d'accès et de dialogue au monde. C'est précisément le savoir qu'ont développé les chamans. Pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir, les chamans vont se couper du monde sensible et stimuler leur perception non sensorielle afin d'amorcer un voyage cosmique et d'explorer les messages non humains. Cette expertise technique s'avère indispensable dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, où le chamanisme est perçu comme une puissante arme pour comprendre sa proie, se mettre à sa place et percevoir ses intentions. Le rituel chamanique visera ainsi à doter l'animal d'une subjectivité sans laquelle le dialogue, la relation interespèce, serait impossible. En barrant la communication avec d'autres formes de vie, le monde moderne a réduit notre surface de contact avec le monde, à une période où, justement, l'impératif écologique en fait cruellement ressentir le besoin, comme le montrent les récents succès de librairie de Vinciane Després, avec son autobiographie d'un poulpe, ou encore celui du forestier Peter Wollenben, avec La vie secrète des arbres. Par leur capacité personnelle et leur technique, les chamans sont des diplomates, mais des diplomates d'un genre particulier, capables de circuler entre le visible et les invisibles, le proche et le lointain, et ce, en vue de réparer le monde. Nous autres, modernes, nous sommes délibérément privés de ce ressort, de ce mode d'action sur notre environnement. La raison technicienne, notre soif de domination, produisent une perte de résonance du monde et nous conduisent à nous replier dans un entre-soi humain. Dès lors, inéluctablement, comme l'écrit Charles Stepanov, l'invisible paraît se refroidir, comme s'il s'enlisait dans le visible. Au-delà de leur intérêt anthropologique, les pratiques chamaniques nous révèlent en miroir une détérioration de notre capacité à nous projeter en dehors de nous et à nous considérer, et nous et le monde, depuis un autre espace que l'ici et le maintenant, grâce aux techniques de l'imagination. Notre héritage philosophique en est l'une des causes. Aristote, nous l'avons déjà étudié dans la première séance du Forum des Humanités consacrée à la thématique du rêve, avait de sérieuses réserves sur le fait que Dieu communique avec les hommes à travers leur activité onirique. Il doutait de notre capacité d'entreprendre des voyages cosmiques. Puis, le dualisme de Descartes avait conduit à séparer le corps, lieu des émotions, à l'esprit, siège de la raison, mais aussi à dresser des murs entre le réel et les illusions, la vérité et le faux. De façon sommaire, on pourrait dire qu'après Aristote, les hommes ne communiquaient plus qu'entre eux, et qu'après Descartes, ils se coupaient de toutes les voies à l'intérieur d'eux qui n'étaient pas celles de la raison. Aujourd'hui pourtant, le dualisme cartésien est remis en cause. Les neuroscientifiques ont pu observer grâce à l'imagerie cérébrale que la distinction entre imaginaire et réel n'était pas aussi pertinente qu'on l'imaginait.
tout comme celle entre l'émotion et la raison. Corps et esprit sont indémêlablement liés. Lorsque je regarde un film où je vois des hommes et des femmes en train de fumer, de manger, j'active moi aussi les régions ciblées du cerveau nécessaires à la réalisation de ces mouvements. L'imagination est donc action. L'imagination est donc mouvement. L'imagination est circulation. Elle est indifférente aux frontières entre le vrai et le faux, le réel et l'illusion. Elle forme un pont. Lorsque je simule, j'agis. Or, nous autres modernes, nous avons décidé d'euphémiser notre puissance d'imagination. Pour les modernes, l'imagination est considérée au mieux comme une source de divertissement avec l'industrie du cinéma, les romans ou les jeux vidéo, au pire, comme une perte de temps et d'énergie. Hormis à un âge où c'est encore admis, c'est-à-dire l'enfance, l'imaginaire, le rêve, la rêverie n'ont pas d'utilité sociale. Cette disqualification prend ancrage, selon Stepanov, dans une division sociale de l'imaginaire qui a vu apparaître un corps spécialisé, auquel la communauté a confié le soin du dialogue avec l'invisible. À charge, pour ces spécialistes, de rapporter de leur fréquentation des mondes de l'esprit des visions qui seront ensuite fixées dans des images, des représentations, c'est-à-dire externalisées, codifiées, stabilisées. C'est ce que Guy Debord appelait dans sa célèbre critique de la société marchande le spectacle, avec un grand S. Le spectacle comme langage de la séparation entre la vie vécue et la vie représentée, avec d'un côté les producteurs d'images, les Netflix, Disney, Paramount, Ubisoft, et de l'autre côté les consommateurs d'images. Abonnez-vous et on s'occupera de tout. Grâce aux révolutions technologiques et à la maîtrise de l'art narratif, l'industrie du divertissement est capable de nous fournir des expériences immersives incroyables, qui nous épargneront tout travail. Il n'y a pas mort d'homme, me direz-vous. Certes, mais cette division du travail nous amène insidieusement à cesser de faire chauffer le muscle de l'imagination exploratoire, celui où le participant invente, crée l'histoire, et nous invite à nous en remettre à un imaginaire guidé, paresseux. Pas besoin de vous faire un dessin, je crois que vous comprenez. Stepanov pose en introduction de son ouvrage une question. Comment régule-t-on l'accès à l'invisible? À ce stade, nous serions tentés de renverser la question et de dire que traduit la quête obsessionnelle de notre organisation sociale pour la visibilité, pour la transparence, la communication totale, la publicité de soi. Visibiliser son pouvoir, c'est invisibiliser ses ennemis. À ce jeu-là, la culture américaine a réussi à frapper fort avec son soft power, en imposant ses images, ses icônes, son imaginaire dans le monde entier. Et ce, jusqu'à faire de ces paysages des décors de cinéma, et du cinéma, le paysage authentique dans lequel nous voyageons.